Vous êtes sur RTL. Guten Tag und guten Abend. Buonasera. Ils refont la France sur RTL. Buenos dias. Namaste. Avec Amandine Bégaud. Bonsoir à tous et bienvenue dans Ils refont la France comme chaque vendredi soir sur RTL. On débriefe bien sûr l'actualité de la semaine avec les correspondants de la presse étrangère. Ils traquent nos petites manies et donnent leur point de vue sur ces débats qui nous animent. Avec nous ce soir, Paola Martínez Infante, periodista chilena. Juan José Dorado, periodista espagnol. Joël Meskens du journal Le Soir de Bruxelles. Bonsoir. Birgit Holzer, ich bin deutsche Journalistin in Paris. bonsoir et merci à tous les quatre d'être là pour ce nouveau numéro d'Ils refont la France. Au programme cette semaine, Emmanuel Macron, bientôt président de l'Europe, la zizanie à gauche et puis une passion française, les sigles RATP, SNCF, PTT ou encore CNRS. Voilà, paraît-il, encore une exception française. Comme chaque semaine, l'idée qu'on pourrait leur piquer, coup de projecteur sur une initiative à l'étranger qu'on pourrait ou pas d'ailleurs dupliquer ici en France. Cette semaine, un pass unique pour tous les transports. Voilà le programme. Ils refont la France, épisode 16. Et oui, déjà, c'est parti. Jusqu'à 20h. Ils refont la France sur RTL. Et pour commencer, donc, parole à celui qui présidera l'Europe à partir du 1er janvier prochain. The man of the week. L'homme de la semaine. Le fil rouge est là, faire en sorte que cette présidence soit utile, qu'elle permette à l'Europe de s'affirmer en tant que puissance et reprendre le contrôle de son destin et d'affirmer la singularité de son modèle. Emmanuel Macron, futur président de l'Union européenne, conférence de presse hier. Pendant un peu plus de 2 heures, le président français a détaillé sa feuille de route. Donc pour les 6 prochains mois, vous avez été séduit, Joël ? On peut en tout cas reconnaître à Emmanuel Macron une constance, c'est effectivement l'engagement européen. Ça, on peut lui apporter beaucoup de critiques, mais pas celle-là. Il a été constant depuis le discours de la Sorbonne jusqu'à aujourd'hui et il a mis tout son volontarisme dans cette conférence de presse. C'est vrai qu'il y avait certains critiques des opposants politiques qui disaient qu'il ne pouvait pas mener les deux de front, la campagne électorale et la présidence semestrielle de l'Union européenne. Moi, je ne vois pas de difficulté à ça. Il a d'ailleurs très bien balayé l'argument. L'Europe méritait que la France reprenne sa présidence comme il le devait. Ça faisait 13 ans que la France n'avait pas présidé l'Europe. C'est un agenda important. C'est pas une Belge de Bruxelles qui va vous dire le contraire. Donc il a tout à fait raison de se jeter dans la course avec une certaine cohérence qu'on peut lui reconnaître sur ce terrain, en tout cas. Cette présidence qui tombe donc en pleine campagne présidentielle, c'est un problème vu d'Allemagne. Ça a posé question quand même, Birgit. Oui, j'ai entendu de la part de l'Allemagne effectivement qu'on était surpris, et j'ai entendu ça il y a 2 ans, je crois, qu'on n'imaginait pas décaler cette présidence française du Conseil, parce qu'effectivement, soit le gouvernement est déjà très sûr de lui et pense qu'il va être réélu, mais on ne sait rien en fait. Donc ça pourrait être un moment compliqué. Et en même temps, même avant avril, donc avant les élections présidentielles, il y a le danger que ça se mélange, que Emmanuel Macron sera quand même à un moment donné en campagne. Et même si effectivement c'est un piédestal en fait pour sa campagne, il pourra peut-être pas se consacrer autant pour cette présidence du Conseil de l'Union européenne. Un bon piédestal, vous dites, Birgit. Il a tout à gagner là-dedans, Emmanuel Macron, Juan José ? Il a des choses à gagner. D'abord, au niveau politique interne. Hier, c'était sur l'Europe, mais j'aimerais rappeler notre ami Torkeller, notre ami danois, qui a tweeté hier, c'est sympa, une conférence de presse sur l'Europe, mais qui est une seule question pour un journaliste non français. Donc les journalistes européens étaient entre guillemets exclus de cette conférence de presse. On était là, mais on n'a pas eu le temps de poser des questions. Donc c'est bien pour lui, parce qu'au niveau des politiques intérieures, c'est super, mais je ne pense pas que la présidence française va faire gagner beaucoup l'Europe. Pourquoi ? Parce que la présidence française va se jouer essentiellement sur janvier, février et mars. Toutes les réunions importantes, c'est sur ces 3 mois. Et les 3 mois d'après, on fait quoi ? L'Europe est perdante dans cette histoire, parce que Emmanuel Macron ne sera pas le président de l'Europe, il sera le candidat à l'Élysée, il sera sur sa campagne, etc. etc. Donc l'Europe n'est pas si gagnante que ça. Paola, vous êtes la seule non-européenne, chilienne, je le rappelle. Non, au contraire. Vu de chez vous, justement. Justement, c'est assez intéressant parce que d'une part, il met un peu en jeu aussi les statures internationales qu'a Emmanuel Macron sur les scènes internationales.
En Amérique latine, on l'attend quand même, parce qu'il faut savoir que l'Union européenne, elle était absente en Amérique latine il y a quelques années. Il a un peu déserté les dialogues. Donc du coup, la France, c'est comme une porte d'entrée pour réinitialiser un certain dialogue. En attendant l'Espagne en 2023, parce qu'on attend beaucoup... Deuxième semestre de 2022. Exactement, en attendant l'Espagne. Mais en même temps, je pense que les Français sont assez grands pour se rendre compte en fait qu'ils seront les enjeux européens et aussi les affaires intérieures. Pour Emmanuel Macron, c'est assez stratège, en fait. Il sait qu'est-ce qu'il est allé faire, c'est positionner dans les internationales avant tout, et ça sera plutôt un atout. Il faudrait vraiment faire attention à certains dossiers, notamment la réforme de l'espace Schengen et d'autres dossiers intéressants, pour ne pas piétiner sa campagne électorale si éventuellement c'est présente. Mais voilà. Joël, c'est un atout pour un possible, probable, très probable candidat à la présidentielle? Bien sûr, parce que évidemment, ça lui donne de la hauteur par rapport à la mêlée partisane que l'on voit en France et aussi par rapport à l'enjeu des débats qu'on voit en France. Pour l'instant, forcément, ça lui donne une certaine hauteur, une stature internationale et évidemment une carrure que d'autres candidats n'ont pas. Donc évidemment, pour lui, c'est un atout absolument évident. C'est une question qui intéresse les Français? Alors, malheureusement, non, c'est une très bonne question. Et particulièrement en campagne électorale, c'est une question qu'on aborde quasiment jamais. Donc, c'est au moins à mettre au crédit d'Emmanuel Macron qu'il fait campagne sur l'Europe, même sans le dire. Et on a toujours vu que dans les campagnes électorales françaises, en fait, ce qui intéressait les Français, c'était les enjeux nationaux. Il n'est jamais question de politique étrangère, de politique européenne. Ce n'est pas là-dessus que les Français se déterminent. Et donc, les candidats en campagne aussi font très peu, généralement, campagne sur ces thèmes-là, parce que ça leur rapporte rien. Oui, il y a quand même deux aspects qui sont importants. Il y a l'Eurobaromètre qui montre que dans toute l'Europe, les populations, les citoyens s'intéressent de moins en moins à l'Europe. Et je pense que c'est à cause des politiques, effectivement, parce qu'ils voient ça comme quelque chose de politique intérieure. Ils utilisent l'Europe plus qu'ils ne servent l'Europe. Et puis, il y a l'abstention lors des élections européennes, même dans un pays très européen comme l'Espagne. À un moment donné, vous avez pratiquement 50% d'abstention, ce qui est quand même aberrant quand on parle de démocratie, que ce soit européenne, que ce soit nationale. Emmanuel Macron qui recevait aujourd'hui Olaf Scholz, un nouveau chancelier allemand, qui a d'ailleurs choisi la France pour son premier déplacement. Birgit, c'est un couple qui va fonctionner, d'après vous? Je pense qu'ils vont fonctionner parce qu'ils montrent vraiment la volonté de fonctionner. On sait déjà qu'il y a le sujet qui fâche, mais aujourd'hui, on a senti qu'ils ne veulent pas en parler, en fait. Ce n'est pas aujourd'hui le moment aussi de mettre sur le devant de la scène ce qui ne va pas, mais plutôt le contraire, tout ce qui nous unit. Et je pense, déjà avec Angela Merkel, c'était un couple qui voulait montrer cette volonté de travailler ensemble, d'aller de l'avant ensemble. Et là, ça va être la continuité. Joël, cette difficulté, c'est la question de la stabilité financière, évidemment. C'est ça que de rigueur, la rigueur financière, la volonté d'Emmanuel Macron de sortir peut-être de la doxa des 3%, que peut-être l'Allemagne n'est pas du tout prête à accepter encore, même si elle a fait des efforts sur le terrain de la relance et des investissements. La France est le seul pays où on regarde comme ça l'Allemagne. Enfin, nous, on suit quand même toujours de près de ce qui se passe en Allemagne. Qu'est-ce qui se passe en Allemagne? La France suit beaucoup. Bien sûr, parce que c'est le partenaire succession, etc. Bien entendu, c'est un partenaire idéal pour la France. Donc c'est un vieux mariage, qui fonctionne plutôt bien. Il y a des couacs, il y a des hauts et des bas, mais c'est vrai que c'est un partenariat qui fonctionne, et c'est pour ça qu'il y a cette envie de toujours être attentif à ce qui se passe en Allemagne. En Amérique latine, ça existe comme ça, un partenariat qui tire le reste, si j'ose dire? Les Latino-Américains sont assez divisés sur cette question, donc il n'y a pas vraiment ces... Nous, on regarde plutôt du côté de la France que du côté de l'Allemagne. Mais ça va marcher parce que ça doit marcher entre la France et l'Allemagne. Mais la réalité, c'est que ça n'a pas marché tout de suite entre Merkel et Sarkozy. Ça n'a pas marché tout de suite entre Hollande et Merkel. Et entre Macron et Merkel. Au début, ils ont mis du temps. Après, il faut que ça marche. Mais soyons clairs, dans ce couple franco-allemand, 60% c'est l'Allemagne et 40% c'est la France. Mais c'est l'Allemagne vraiment qui est le moteur de l'Europe, qui est celui qui mène. Et j'attends voir comment ça se passe au niveau des positions sur le nucléaire, sur l'immigration, qui sont complètement différentes entre l'Allemagne et la France. Et ce sont des dossiers qu'Emmanuel Macron souhaite développer au niveau de l'Europe. Mais ils n'ont pas du tout les mêmes positions. Ça promet pour les prochains mois. En effet, 19h28 sur RTL, on marque une première pause. Dans un instant, cette gauche en pleine tourmente après le beat d'Anne Hidalgo avec sa primaire. Arnaud Montebourg, figurez-vous, passe des coups de fil. Bonjour Jean-Luc, c'est Arnaud Montebourg. Le problème, c'est qu'à l'autre bout du fil, personne ne répond. À tout de suite sur RTL. Ils refont la France
con Amandine Bégaud. Jusqu'à 20h. Ils refont la France sur RTL. Amandine Bégaud. Deuxième partie d'Ils refont la France et avec nous ce soir toujours Joël Mesquins, Paola Martinez, Birgit Holzer et Juan José Dorado. La polémique. La polémique de la semaine. De la semaine. Et notre polémique cette semaine, elle concerne donc la gauche française. Est-elle menacée de disparition? C'est l'argument avancé mardi par Anne Hidalgo quand elle lance cette idée de primaire de la gauche. Organisons une primaire de la gauche, que viennent participer à cette primaire les candidates et candidats qui veulent gouverner ensemble. Si nous ne faisons pas ce rassemblement, il n'y aura pas de possibilité pour cette gauche de continuer à exister dans notre pays. Appel lancé aux Verts, aux communistes, aux mélenchonistes, et dans la foulée, tous ont été très clairs, c'est non. Je ne participerai pas à une primaire de la gauche parce que l'élection, c'est dans 4 mois et demi. Il faut être un peu sérieux. Je dis que c'est pas la solution. Bon, c'est une machine à perdre tout simplement parce que les candidats ne sont pas des têtes de gondole. Les candidats, c'est des programmes, des contenus. Et aujourd'hui, à gauche, il y a des différences très profondes. Donc c'est impossible d'imaginer qu'on va avoir un candidat qui va représenter tout ça. C'est une machine à perdre. Et donc, nouvel épisode aujourd'hui avec Arnaud Montebourg qui a pris son téléphone. Bonjour Jean-Luc, c'est Arnaud Montebourg. Parlons-nous dans la journée, ce serait vraiment utile. Amitié. Bonjour Yannick, c'est Arnaud Montebourg. J'espère que ça va. Écoute, ça serait bien qu'on se parle. Veux-tu me rappeler? Amitié. Bonjour Anne, c'est Arnaud. J'espère que ça va. Écoute. Alors tout est vrai, c'est d'ailleurs Arnaud Montebourg lui-même qui a posté ses échanges, ou plutôt ses non-échanges sur les réseaux sociaux. Tout à l'heure, Marie-Bénédicte Allaire du service politique d'RTL nous disait qu'il y avait quand même eu des discussions après ces messages laissés. Vous dites quoi ce soir, Joël? Ils ont rappelé alors? Oui, je ne sais pas qui a rappelé qui, mais bon, visiblement ils sont un peu parlé. C'est dramatique la situation dans laquelle se trouve la gauche aujourd'hui, c'est dramatique et c'est dramatique aussi pour le débat politique français en général. On a une campagne qui s'est vraiment terriblement droitisée avec une offre politique qui est très déséquilibrée. Le total du bloc de gauche n'atteint même pas 25%, c'est catastrophique pour la gauche. Ce qui est paradoxal, c'est que quelque part on voit une situation en trompe-l'œil, une offre politique qui est très très à droite, un curseur qui est mis de plus en plus vers la partie la plus radicale. Or, quand on regarde les enquêtes d'opinion, ce qu'on voit, c'est la demande de justice sociale qui explose en fait. On ne sait pas quelle est la cause de la conséquence dans cette histoire. Voilà, il y a une offre qui ne correspond pas à la demande politique. Je ne dis pas que la France est à gauche, certainement pas. La France a glissé ces dernières années vers la droite pour des tas de raisons. Mais il y a cette demande, en tout cas, de justice sociale, de thèmes de gauche qui ne sont pas du tout représentés parce qu'on a une offre politique qui est complètement dispersée, incohérente, avec des campagnes qui ne parviennent pas à percer, et cet effort un peu désespéré d'Anne Hidalgo pour s'unir maintenant apparaît comme un peu pathétique et peut-être comme une volonté, peut-être un premier pas vers la sortie qu'elle nous annoncera plus tard. Birgit, dans un pays comme le vôtre, l'Allemagne, où on fait le jeu des coalitions et on l'a encore montré tout récemment, j'imagine que ça vous paraît hallucinant ce qui se passe en France. Je suis complètement d'accord, ouais. C'est très dommage. Après, chez nous, on fait les coalitions ou les compromis aussi après les élections. Et avant, on n'est pas forcément amis non plus. C'est vrai aussi même pour la gauche et les Verts. Mais effectivement, là, on voit qu'il y a plusieurs candidats et candidates qui n'arrivent plus à se... Bon, ils se parlent, mais leurs programmes ne sont pas si éloignés que ça. Ils pourraient gouverner ensemble, mais j'ai le sentiment que c'est surtout un problème de ego, parfois, de personnages et de personnalités qui ne veulent pas se ranger derrière les autres, alors que l'enjeu est beaucoup plus grand. Paola, c'est un problème d'ego? Tout à fait. Je pensais ça aussi, que c'est un problème d'ego, parce qu'on a de tous les candidats, il n'y a aucun qui ressemble à tout le monde non plus. Ça fait un peu la peine aussi. Montebourg, il a 1% des intentions de vote jusqu'à présent, donc il veut offrir ces 1%. C'est très généreux de sa part, peut-être. Mais c'est vrai que c'est une question d'ego, absolument. Il n'y a pas un programme, c'est vrai, mais les programmes, ça ressemble un peu tous. À différents... Moi, je pense que ce qui s'est passé avec la gauche, qui a perdu vraiment son électorat des bases, c'est le vote populaire, qui est passé vraiment à l'extrême droite en ce moment. Et les socialistes, il y a 20% des socialistes qui votent aujourd'hui Macron. Donc aussi, les gens ils sont un peu dispersés d'une part. Et comme on vient de dire aussi, c'est tous les questionnements et les demandes des Français, c'est avoir un système social qui fonctionne, c'est l'éducation, etc. Donc c'est vraiment que... La santé aussi. La santé aussi, c'est très important. En pleine pandémie sanitaire. Et c'est en fait une question des positionnements, des personnalités qui ne veulent pas s'entendre, qui ne veulent rien savoir d'un projet commun, sinon des intérêts personnels. Juan
Rosé, elle peut disparaître, cette gauche française ? Elle peut disparaître. Si on regarde un peu en arrière, on va voir ce qui s'est passé en Grèce avec le PASOK. Il a pratiquement disparu pendant des années de la classe politique, du panorama politique grec. Mais je ne suis pas étonné que ça se passe comme ça pour la gauche. Il faut juste se rappeler aussi ce qui a été le mandat des François Hollande. Quand on est dans la rue, quand on a suivi, on a vu la crispation de la société française par rapport au mandat des François Hollande. Donc, ce qui est passé en 2017 était tout à fait logique par rapport à ce qu'on a vu dans la rue. On aurait pu imaginer depuis 5 ans que ça se Mais le fait est que depuis l'affaire DSK, qui était celui qui avait réussi à avoir tout le monde à gauche plus ou moins autour de lui, après ça, il n'y a eu pas l'homme providentiel que tout le monde attendait. Il n'y a pas un leader naturel du côté de la gauche. Donc je ne suis pas du tout étonné qu'elle se retrouve dans cet état aujourd'hui, avec un parti à 6% en 2017 et encore moins aujourd'hui. François Hollande a eu aussi un mandat très particulier avec les frondeurs, avec lesquels il a eu à composer. Et Hollande avec les Gilets jaunes, par exemple. Mais c'était tout à fait par frondeurs, c'était déjà le début de la désunion de la gauche. Tout à fait. En même temps, est-ce que la gauche peut disparaître aujourd'hui ? Moi, je suis frappée de voir l'évolution depuis l'élection de 2017, depuis ce Big Bang, une sorte de désidéologisation, on va dire, de la société. On nous a dit que l'en même temps était possible, on pouvait faire et ceci et cela, etc. Et maintenant, ce à quoi on assiste, c'est quand même un retour de la droite très fort, une droite même très assumée. Et ce retour de la droite, cette réidéologisation, on va dire, appelle aussi un réveil de la gauche, peut-être pas cette fois-ci parce qu'elle a toutes les chances de perdre, mais peut-être surtout si la droite gagne l'élection, elle se réveillera, elle ne sera pas morte. Joël, vous évoquez la droite. Vous étiez dimanche dernier au meeting d'Éric Zemmour. Comment vous, la Belge, si je peux me permettre de vous le dire comme ça, vous avez vécu ça ? Je me suis sentie, pour tout vous dire, très très mal dans ce meeting. Moi, pour vous dire, ça fait une vingtaine d'années que je suis en France et il faut remonter vraiment loin, très très loin, pour avoir ressenti une situation comme celle-là. Je pense que ça remonte à l'époque de Jean-Marie Le Pen, où il y avait effectivement aussi une très forte violence dans ces meetings, etc. Ce qu'on a vu là, on le voyait plus sur le terrain avec Marine Le Pen, qui peut se rendre sur des marchés de façon tout à fait banalisée, etc. Là, il y avait une violence qui était partout, en fait. J'ai ressenti vraiment ça. Il y avait une violence dans les discours, en discutant avec les gens qui participaient avec ces meetings, une parole très désinhibée, très décomplexée sur le racisme, sur l'islamophobie, etc. Un candidat à la tribune qui excitait ce sentiment de fracture. J'ai trouvé, il y a une phrase, moi, qui m'avait frappée. Il disait, il parlait des pouvoirs, des élites, des journalistes, etc. Il dit, ils me détestent parce qu'ils vous détestent. C'est une phrase terrible parce qu'elle crispe complètement l'assistance. Et c'est à ce moment-là qu'on a vu aussi des manifestants arriver par l'extérieur. Et j'étais frappée par le fait que j'étais dans la salle. J'ai vu tous ces gens courir vers l'arrière où se passaient les incidents. Donc, Éric Zemmour n'a pas pu ne pas voir ce qui se passait. À aucun moment, il n'a appelé au calme. À aucun moment, il n'a dit un mot à ses troupes pour leur dire d'éviter tout incident et tout débordement. Éric Zemmour, officiellement candidat donc désormais, mais qui n'a pas encore, comme d'autres d'ailleurs, ses 500 signatures. Écoutez, il a d'ailleurs lancé un appel cette semaine. Chère mère de France, le dernier espoir de mes adversaires est que je n'obtienne pas mes parrainages. Aidez-moi. Il existe cette règle des 500 signatures dans vos pays, Juan Rosé ? Non, pas comme en France. On a besoin des... Déjà parce que ce n'est pas un système unipersonnel comme en France. Donc c'est un système de partis. Mais ça n'existait pas. Mais c'est très, très particulier ce qui se passe en France. Et c'est quand même un cri de Zemmour, parce qu'en fait, là, on constate qu'il est mal, effectivement. Parce que d'autant plus qu'en France... Ça peut être un jeu aussi. Ils vont pas être dupes. Non, mais d'autant plus que les signatures aujourd'hui sont publiques. Aussi. Il y a quelques années, les signatures des maires n'étaient pas publiques. Aujourd'hui, on sait qui signe pour qui. Et donc, effectivement, il peut se retrouver dans une très mauvaise posture. Mais c'est une bizarrerie française, ces 500 signatures? Si, c'est une bizarrerie française. Mais avant tout, je voulais signaler l'effet Zemmour. Même s'il n'a pas ses parrainages, par exemple, sa candidature, il a réveillé quand même une France qui n'en aime pas du tout. Cette France que vous décrivez vraiment très violente. Et c'est ça qu'il faut faire aussi attention. Bizarrerie, c'est 500 signatures ou c'est bien? Parce que quand je dis bizarrerie, on pourrait se dire c'est mérite. Moi, je pense sur le principe, pourquoi pas seulement envoyer des candidats qui arrivent à avoir un certain nombre de parrainages, ça ne me choque pas. Là, dans le cas de Éric Zemmour, effectivement, je pense que c'est une bonne chose de au moins mettre public qui signe pour un candidat qui a été condamné. Ça pourrait être la démocratie. Il est à 10-13% dans les sondages. On pourrait dire que
qui veut se présenter parce qu'il est représentatif d'une partie de la population. Joël, juste d'un mot. Oui, ce serait une anomalie. Il représente effectivement un socle électoral important. Et il serait, je trouve, antidémocratique qu'il ne puisse pas se présenter. On marque une toute petite pause dans un instant. Allez, une autre bizarrerie française, ces sigles. Justement, visiblement, ça empoisonne la vie des étrangers. À tout de suite sur RTL. Die Gentenker Frankrig. Ils refont la France sur RTL. Mais Amandine Bégaud. Amandine Bégaud. Good evening. Ils refont la France sur RTL. Troisième partie d'Ils refont la France et avec nous toujours ce soir Joël Mesquins, Paola Martinez, Birgit Holzer et Juan José Dorado. La parola, le mot de la settimana. De la semaine. On aurait plutôt dit les mots de la semaine. La SNCF, la PHP, la RATP, la CGT, LR, ADP, la PHM, Modem, CHU, la CAF, CFDT, PSG, l'IHU. Et on aurait pu continuer comme ça pendant 10 minutes. La France est, paraît-il, malade de tous ces sigles. C'est ce qu'écrit cette semaine le très sérieux hebdomadaire britannique The Economist. Vous êtes d'accord avec ça, malade de ces sigles, Paola? Tout à fait d'accord. Un vrai cauchemar quand on arrive en France. 3 expériences. Première expérience au CNRS, où j'ai travaillé un moment. Ça commençait mal, le CNRS. Je ne comprenais rien du tout. Je sentais vraiment que j'étais une ignare absolue. Et deuxième expérience, j'ai accompagné quelqu'un pour une demande d'asile. J'ai un mail que j'ai reçu. Le SPADA enseignera avec vous les formulaires pour se faire enregistrer au Gouda. Sera étudié pour l'AOFI. Après, pourra être votre dossier introduit à l'OFPRA. Si jamais Monsieur X est arrêté, vous serez conduit au CRA. Ok. C'est quoi ça? Oui, le dictionnaire. On ne comprend rien. Et du coup, il faut aller vraiment sur le dictionnaire. Et j'ai trouvé une chiffre assez intéressante. 13 396 sigles acronymes en France, contre 199 en Italie, 240 en Espagne et 1569 aux États-Unis. Donc c'est un vrai sport français. Vous savez comment on appelle la présidente française de l'Union européenne? PFUE. Exactement. Il n'y a qu'en France, Joël, qu'on fait ça? Non, chez nous, on a aussi. C'est aussi un festival, en fait. C'est un festival. Si je vous dis, par exemple, que chez nous, toutes les quelques semaines, il y a un Codeco qui se réunit. Oui, ça c'est Kesako. C'est notre conseil de défense santé, si vous voulez. Codeco. Donc nous aussi, on a nos sigles, nos bizarreries, etc. Moi, l'un des plus fleuris dont je me souviens en France, c'était, je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a quelques années, la guerre à droite pour la succession de l'UMP. On avait la commission, la COCOE. Oui, à l'UMP, c'était Juan José. Alors nous, on a beaucoup moins effectivement, mais c'est quand même assez compliqué quand tu arrives en France et il faut que tu apprennes ce que ça veut dire chaque mot. Mais là où j'étais le plus surpris, c'est pour les médias. En France, tous les médias, on commence par RTL. Oui. Alors RTL, M6, vous savez ce que ça veut dire RTL? Radio-Télévision de Luxembourg. Est-ce que les gens qui ont 20 ans aujourd'hui, les jeunes, savent ce que ça veut dire RTL? Est-ce qu'ils savent ce que ça veut dire M6? Est-ce qu'ils connaissent TF1? Est-ce qu'ils sont capables de comprendre ça? Et donc, effectivement, c'est ça qui m'a le plus touché, parce qu'en Espagne, normalement, les médias, sauf un ou deux, il n'y a pas des cycles. Donc, en Allemagne, il y en a des sigles, SPD, CDU. Pour les partis. C'est pour tout les partis, oui, je crois pas que dans c'est la tout. Et non, en fait, j'ai réfléchi, mais non, je pense pas. Et ce que je trouve drôle, c'est que vous le faites même pour les noms. Donc il y a même DSK, il y a NKM, il y a MLP. Et nous, on avait AKK, Annegret Kramp-Karrenbauer, ce qui est vraiment compliqué. On a le PR aussi pour le. Voilà, effectivement. Donc il faut vraiment retravailler son. Mais même français, le sondage, j'ai trouvé que Sofres, en fait, c'était des sigles. Ouais. Donc, même Sofres, Ipsos aussi. Ipsos voilà, aussi. donc, Alors attendez, justement, on va faire un petit jeu, parce que sinon c'est pas drôle. SNCF, vous savez tous? Oui, la Société Nationale des Chemins de Fer. Français, oui. RATP. Réseau autonome des transports parisiens. Régie autonome des transports parisiens. PMU. Ça c'est dur. Je savais pas. Paris Mutuel Urbain. RER. Réseau Express Régional. Exact. CAC 40. Ça c'est dur. Cotation assistée en continu. Et 40, c'est pour les 40 premières entreprises. Et RTL, vous nous l'avez dit. Alors, ce qui est amusant, c'est que The Economist note qu'il y a quand même un domaine dans lequel la France n'a pas de sigle, c'est la cuisine. Confit de canard n'est pas CDC, blanquette de veau n'a pas été rebaptisée BDV. La vie administrative, écrit le journal, et institutionnelle est, semble-t-il, une chose que l'on tolère à condition qu'elle soit raccourcie. Mais pour la gastronomie, on a tout son temps. C'est bien français,
ça pour le coup. On devrait donner un nom plutôt que de tous ces sigles, etc. Je ne sais pas si vous vous souvenez, on parlait c'était De Gaulle, dont on parle tellement en ce moment dans la campagne. De Gaulle, il s'était insurgé sur les comités Théodule, en fait. Si vous vous souvenez de ça. C'est des comités un peu technocratiques qui servaient à rien, etc. Mais quand on retrouve sa vraie déclaration, en fait, il donnait d'autres noms. Il parlait des comités Théodule, des comités Gustave, des comités Hippolyte, etc. Et donc, pourquoi pas baptiser plutôt que des sigles, donner des noms, des prénoms, comme on le fait pour les tempêtes, comme on le fait absolument pour les tornades, etc. Pourquoi pas, ce serait beaucoup plus joli, plus poétique. On abîme la langue française comme ça, vous trouvez Oui, quelque part, oui, sincèrement. Non, pas du tout. Ça reste assez folklorique, je pense. Mais en même temps, les cycles, ça devient des noms après. C'est ça qui est intéressant. Les gens, après, ils disent oui, j'ai eu mon CDD. Non, j'ai eu mon CDI, je sais pas quoi. Je suis allé à la CAF. C'est rentré dans l'usage commun. Exactement, c'est rentré dans l'usage commun. Mais et c'est pas juste ça appauvrit la langue. C'est le langage vivant. On ne sait plus ce que ça veut dire. Regardez le SMS, c'est pareil. Exactement. Finalement. Bon. Allez, dans un instant, l'idée qu'on pourrait leur piquer. Chaque semaine, vous le savez, Arthur vient nous présenter 2 idées qu'on pourrait ou pas dupliquer ici en France. Ce soir, un pass unique pour tous les transports. SNCF, RATP, tout ça. Ça pourrait être tout dans un. À tout de suite. RTL. Remaking France. Mit Amandine Bégaud. Jusqu'à 20h. Ils refont la France sur RTL. Amandine Bégaud. La dernière partie d'Ils refont la France et Arthur Asquin nous a rejoint. Bonsoir Arthur. Bonsoir Amandine. L'idée qu'on pourrait leur piquer. Chaque semaine, donc Arthur, vous nous présentez 2 idées, 2 initiatives trouvées à l'étranger et qu'on pourrait ou pas donc décliner ici en France. On commence avec un super pass transport, ça se passe en Autriche. Oui, pour un peu plus de 1 000 € par an, les résidents autrichiens peuvent voyager à bord de tous les trains, autobus, tramways et métros du pays. 3,50 € par jour et on passe du métro de Vienne au train grande ligne jusqu'au Tyrol, juste avec cette petite carte. Pour comparer, ici en région parisienne, le forfait transport, le Navigo, il coûte un peu plus de 800 € chaque année. Alors cet abonnement transport universel a déjà séduit plus de 130 000 personnes en quelques semaines pour un pays de 9 millions d'habitants. C'est une stratégie du gouvernement pour atteindre la neutralité carbone en 2040. D'ailleurs, ce fameux pass, il s'appelle Climat Ticket, le ticket climat. Autre idée, on part maintenant beaucoup plus loin avec l'Australie. Oui, à Sydney, où l'opéra s'est doté d'une brigade canine, le job de ces 12 chiens de berger, aboyer le plus fort possible afin d'effrayer les mouettes. Elles sont une centaine, c'est une bande de 100 mouettes qui rôdent autour du bâtiment. Les volatiles sont considérés comme une nuisance par la direction de l'opéra, mais le coût de la brigade fait polémique en Australie, 135 000 € par an pour les toutous et leurs maîtres. Alors certains élus y voient un gaspillage d'argent, l'opéra lui précise que la brigade anti-mouette est financée grâce aux recettes et non avec l'argent du contribuable australien. Peut-être une bonne idée. Pour les pigeons à Paris, s'ils n'en veulent pas, nous on la prend la brigade. Ouais, après il y a ceux qui râlent pour les crottes de chien. Il faut choisir entre les pigeons et les crottes de chien. Mais nous on a les 2 déjà. Donc... C'est vrai. Vous choisissez quoi entre cette brigade canine qui chasse les mouettes? Pourquoi chasser les mouettes? C'est sympa quand même. Et le ticket climat? Joël, je prends le ticket climat. C'est génial ça. Oui, c'est clairement. On en veut. Ça existe en Suisse aussi, mais c'est beaucoup plus cher. Paola. Climat aussi, pareil. Ticket climat. Absolument, oui. Le climat, est-ce que c'est transposable de l'Autriche, petit pays, à la France, grand pays, beaucoup plus grand, 60 millions d'habitants? Mais le ticket climat est une très bonne idée. Mais ça coûte cher le transport, vous trouvez en France, vous étrangers, Birgit? Le métro coûte pas cher du tout, je trouve, parce que c'est vraiment un super réseau qui coûte moins cher que le ticket dans beaucoup de petites villes en Allemagne. Et le train? Donc, le train en France, ça dépend de si on réserve tôt ou pas, mais je trouve ça, je trouve ça raisonnable. Mais effectivement, je pense que c'est une super idée de vraiment encourager à prendre encore plus le train. Oui, c'est dans le débat de moins prendre l'avion. Plus qu'en France, quand tu es dans le privé, on te paye 50% de la carte orange. Enfin, j'appelle la carte orange parce qu'à l'époque, on appelait ça la carte orange, mais on te paye la moitié. Oui, dans les entreprises. Donc effectivement, c'est pas cher par rapport à ça. Alors après, Arthur, vous vouliez ajouter un truc ? Non, il faut dire qu'en Autriche, ils vont aussi investir beaucoup dans le développement ferroviaire. Parce qu'il y a pas mal de régions où c'est pas encore assez développé, donc des gens qui sont pas susceptibles de prendre ce pass et qui prennent encore beaucoup leur voiture.
Bon, voilà. Joël, ça coûte cher le transport en France? Oui, moi je suis frappée par les prix des trains, les prix des trains en France et par peut-être aussi l'orientation que la France a pris avec le tout TGV. Il y avait une espèce d'obsession pendant un certain temps de la c'était une fierté française. De la fierté française, de l'obsession de la vitesse, etc. Et vous savez, sur la ligne Paris-Bruxelles, la ligne du Thalys, moi je connais de plus en plus de gens qui ne prennent plus le Thalys parce que c'est trop cher et ils demandent à prendre un train qui est plus lent, qui met 2h30 au lieu d'1h20 pour relier Paris à Bruxelles, mais qui coûte nettement moins cher. On trouve des places à partir de 10 ou 15 euros. À l'opposé, sur le Thalys, c'est plutôt 100 euros le trajet, quoi. Paola, donc on revient à la lenteur. Je suis absolument d'accord avec Joël. C'est vrai que les trains, on peut trouver c'est bien fait aussi, mais les prix, justement maintenant pour les fêtes, les prix sont triplés pour des trajets qu'avant on payait 50 euros, 350 euros un seul aller. Donc voilà. C'est exagère quand même. Un grand merci en tout cas à tous les SNCF. La fameuse SNCF, effectivement. Ils refont la France revient bien sûr vendredi prochain, même heure, 19h15. Grand merci à tous les 5. Donc, dans un instant, c'était RTL Foot, juste avant l'essentiel de l'actualité, avec Aude Vernuccio. Il n'y a pas RTL Foot, si? Mais si. Retrouvez tous nos podcasts sur l'appli RTL.